Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Today Télévision et bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. 4 ans après leur rentrée parlementaire, les députés se dotent enfin d'un nouveau règlement intérieur. Le texte a été voté cette semaine par la majorité des élus présents à l'hémicycle et sur son adoption, si les avis sont partagés, si certains députés se félicitent du renouvellement du règlement intérieur, d'autres par contre parlent des pressions exercées par les bases politiques. Le compte rendu c'est avec Omar Sow. C'est un règlement intérieur qui a fait tellement de polémiques ces derniers temps, mais décidément, il a été adopté à l'unanimité par des députés présents. Seulement 4 mandants du peuple se sont abstenus de voter pour ou contre. Une abstention que l'honorable Aboubakar Souma justifie par le fait que la plupart des députés n'ont pas pu prendre connaissance du contenu de ce règlement intérieur avant son adoption. Aucun député, à part ceux qui ont conçu ce document et qui ne sont pas plus de 10, ne connaissent le contenu de ce règlement intérieur de façon entière. Or, un député normalement doit voter un texte de loi après avoir lu, compris le contenu des différentes dispositions qui composent ce texte de loi. Malheureusement, nous n'avons pas, jusqu'à l'heure où je vous parle, malgré le vote, aucun ne peut vous donner des détails sur ce texte de loi. C'est grave pour le pays, nous regrettons d'appartenir à une telle législature. C'est pourquoi nous avons voté contre. Si d'un côté les députés soutiennent n'avoir fait lecture du contenu du nouveau règlement intérieur, tel n'est pas le cas chez d'autres. Pour l'honorable Ben Youssouf Keita, l'adoption de ce nouveau texte vient répondre aux 4 années de travaux abattus par la 3e législature. Évidemment, ce n'est pas l'unanimité, parce que vous avez remarqué, ça a été voté pratiquement à 95%. Donc il faut respecter l'opinion des 5% qui n'ont pas voté. Mais à mon niveau, en tant que député, membre de la commission santé et éducation et membre du groupe parlementaire de libéral-démocrate, je me réjouis de l'adoption de ce nouveau règlement intérieur. A rappeler que cette loi organique sur le nouveau règlement intérieur définit les avantages et attributions des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Et puis on reste avec Omar Sow pour dire que le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a reçu cette semaine une délégation des députés de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Au menu de la rencontre, échanger sur les différentes réformes engagées par le département de tutelle. Les deux parties ont aussi profité pour discuter des conditions de détention en milieu carcéral en République de Guinée. Suivez. C'est une mission composée des députés de la mouvance présidentielle et de l'opposition avec à sa tête la présidente de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale qui a été reçue dans les locaux du ministère de la Justice Garde des Sceaux. 1h30 d'entretien ont permis aux élus du peuple de poser toutes les questions liées à l'administration pénitentiaire. Faisant le tour de table, les députés représentant leur circonscription électorale ont fait parvenir au ministre leurs préoccupations au niveau de leur préfecture dans le domaine judiciaire. Pour l'honorable Djene Saran Kamara, présidente de la dite commission, cette rencontre vise à créer un rapprochement entre son équipe et le garde des Sceaux. Nous avons décidé ensemble de mettre un cadre de travail en place pour que nous puissions venir souvent nous informer, nous approprier des décisions, en tout cas de tout ce qui se passe au niveau du ministère de la Justice dans le cadre de la réforme. Ça fait partie des 5 domaines intéressés par la réforme. Donc nous pensons que nous devons travailler ensemble. Il y a de quoi que nous puissions connaître, savoir au moins à peu près l'organisation et le fonctionnement de ce ministère. C'est un moment que le ministre de la Justice a aussi trouvé opportun pour donner d'amples informations sur les réformes engagées par son département. On a eu donc des échanges de vues sur les différentes procédures dans ce pays, sur les différentes réformes, notamment le code pénal, puisqu'ils sont intéressés par ça, notamment le tribunal militaire, notamment le code de justice militaire. Voilà, donc il y a eu des échanges de vues, il y a eu partage de convictions et de projets pour l'avancée du droit,
pour l'avancée de la justice dans notre pays. L'objectif recherché par cette réforme est de créer un climat de confiance et de rapprochement entre la justice et les citoyens. C'est le cas d'ailleurs de la suppression des assises nationales et désormais ce sont les tribunaux de première instance qui siègent en matière criminelle, a laissé entendre le ministre de la Justice, garde des Sceaux. La FAO, en partenariat avec l'ONG américaine USAID et le gouvernement guinéen, a lancé cette semaine à Conakry un atelier de validation du plan national de surveillance de la biocellose chez les ovins et caprins, prévu pour 2 jours. Cet atelier vient en renforcement du système de surveillance des maladies animales avec l'appui des services vétérinaires. Li Mariam Bailo, compte rendu. Initié par la FAO avec l'appui de l'Agence américaine pour le développement international, ce programme se présente comme une opportunité pour le secteur de la santé humaine, animale et environnementale pour améliorer la situation épidémiologique de la brucellose en vue de son éradication. Les enseignements reçus par les vétérinaires lors de cette formation devraient très prochainement se matérialiser sur le terrain et la FAO a déjà sa stratégie. Au sortir de cet atelier, la Guinée, à travers les services vétérinaires, disposera d'un plan de surveillance de la brucellose qui permettra, j'en suis persuadé, une meilleure connaissance de la situation épidémiologique de la maladie dans le pays. Ce document permettra aussi d'élaborer une stratégie cohérente de lutte pour son contrôle. L'objectif visé étant la validation du plan de surveillance de la brucellose. La mise en œuvre de ce plan de surveillance permettra également au ministère de la Santé de connaître les zones les plus touchées afin de réaliser des enquêtes sérologiques chez les personnes vivant avec les troupeaux contaminés ou à haut risque. Le ministre de l'Élevage, lui, ne manque pas de recommandations à l'endroit des partenaires de la Guinée. Je voudrais également inviter la FAO et l'USAID de faire en sorte que ce programme, une fois validé, favorise lors de la mise en œuvre la formation des agents vétérinaires et communautaires afin de favoriser la pérennisation de la surveillance communautaire participative de la brucellose dans le pays. Je voudrais vous inviter enfin à participer activement aux travaux des groupes techniques mis en place et aux discussions en plénière en vue de nous permettre de disposer d'un bon plan de surveillance. La brucellose est une maladie qui a été diagnostiquée pour la première fois en 1974. En Guinée, sa prévalence varie entre 6 et 12% dans les zones où elle a été diagnostiquée. Le président de l'UNIDH était l'invité de l'émission La Tribune de l'actualité plus pendant cette semaine. Au cours des débats, les sujets comme la crise au sein de la CENI, le rapport entre son institution et le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté et les questions de droits humains en Guinée ont été largement abordées. Suivez ce décryptage avec Moussa Sefa Kamara. En abordant ces questions relatives à l'actualité sociopolitique du pays, le président de l'Institution nationale indépendante des droits humains a émis son inquiétude face à la situation qui prévaut au sein de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et j'ai peur que si nous évoluons avec la CENI telle qu'elle, que le pays, dès les premières élections que nous aurons, que le pays ne sombre dans l'inconnu. C'est pourquoi je pense qu'il est important que nous ayons des élections, mais il est important qu'on ait des élections qui nous éloignent de la violence et du chaos. S'agissant des rapports entre son institution et le ministère de la Citoyenneté, Mamadi Kaba laisse entendre que ces deux structures ne jouent pas forcément les mêmes rôles, mais peuvent se compléter. Nous n'agissons pas dans les mêmes sphères, nous pouvons faire la même chose, nous pouvons faire exactement la même chose de façon différente. Et bon, le ministère nous implique dans ses activités, nous l'impliquons dans nos activités, nous nous complétons dans l'intérêt général de la population. Parlant des questions liées aux droits de l'homme, le président de l'UNIDH constate que le pays régresse dans ce domaine, d'où son appel aux autorités de faire un effort pour l'amélioration des droits humains en Guinée. Des rapports nationaux et internationaux qui ne sont pas du tout bien pour un pays qui veut progresser. C'est pourquoi je pense que le pays doit se ressaisir, se réorganiser et travailler pour faire en sorte qu'il soit respectable aux yeux de tous les pays du monde et que nous soyons à même de faire reculer les violations des droits de l'homme dans notre pays.
Et cela ne peut se faire sans l'implication de tous les acteurs de la vie nationale, car le pays a besoin d'une stabilité pour mieux gérer les affaires politiques et sociales. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de la CENI, intéressons-nous à la crise qui secoue l'institution, crise qui a pris une allure cette semaine. Les frondeurs ont élu un nouveau président à la tête de l'institution. Il s'agit de Maître Amadou Salifou Kébé. Il a été choisi lors d'une plénière tenue cette semaine à Conakry, alors que Bakary Fofana, lui, se réclamait jusqu'à présent président de la CENI. À la faveur donc d'un point de presse, il disait ne reconnaître cette plénière qui prétend le destituer. Une situation qui pourrait entraîner le bicéphalisme au sommet de l'institution en charge d'organiser les élections en Guinée. Le compte rendu est signé Djanka Sissé. 3 heures d'horloge pour débattre d'une situation cruciale au sein de la CENI. À huis clos, des commissaires de l'institution se sont retrouvés ce mardi pour se pencher sur la crise qui la secoue depuis un certain temps. À l'absence du président Bakary Fofana, un nouveau président est élu. Sur 19 commissaires présents, on est passé au vote. Il était le seul candidat, y compris le président sortant. Sur 19 bulletins, Maître Amadou Salifou Kébé a eu 18 voix. Et Bakary Fofana une seule voix. Donc il est déclaré président de la CENI, Maître Amadou Salifou Kébé. Et pourtant, jusqu'à hier lundi, Bakary Fofana tenait encore bon et ne comptait lâcher prise. Pour lui, cette plénière qui s'est tenue ce mardi matin n'est pas en conformité avec la loi. Les règles précises et le règlement intérieur de la CENI le dit clairement, c'est le président de la CENI qui convoque une plénière. À défaut, quelle que soit la forme, il faut une correspondance des 2/3 des membres adressée au président avec une proposition d'ordre du jour et pour pouvoir solliciter la convocation d'une plénière. Jusqu'à date, je n'ai rien reçu dans ce sens en bonne et due forme. Je suis et je reste président de la CENI. Et à la question, les frondeurs ont une réponse. Mais la lettre lui a été adressée. On a fait une notification de convocation, bien sûr. Il a reçu la lettre. Mais s'il n'a pas eu la bonne foi de répondre. Mais nous savons qu'on lui a adressé et puis il y a eu un soit transmis. La crise s'aggrave donc au sein de la Commission électorale nationale indépendante et l'organisation des communales courant 2017 est de plus en plus menacée. Bakary Fofana reconnaît-il la décision de ses pairs de la CENI? Les prochaines heures nous édifieront. Et à peine élu à la tête de la CENI, Maître Salifou Kébé ne manque pas de mots pour le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Une conjugaison des efforts pour l'avancement de son institution s'impose comme une nécessité. On l'écoute au micro de Sa Aliou Yombuno et Saloum Kondé.
Au même moment, des acteurs de la société civile dénoncent ce qu'ils qualifient de coup d'État envers le président Bakary Fofana. C'est le cas de la cellule Balai Citoyen et d'autres dont les membres appellent à la dissolution des commissaires de l'actuel CENI. Ils ont fait savoir cette intention à travers une déclaration dont je vous invite à suivre un extrait lu par Mamadi Tourakaba au micro de Bontorabi Keita. Puisqu'on parle de la CENI, l'institution aussi est en deuil. Alpha Yoro Condé, directeur adjoint du département d'études et de sensibilisation à la Commission électorale nationale indépendante, a regagné sa dernière demeure cette semaine à Conakry. Peu avant son inhumation, parents, amis et collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage au Palais du Peuple. Le film, c'est avec Bamamad Alpha. Ce sont là quelques versets du Saint-Coran qui ont couronné les derniers instants de la dépouille mortelle de Alpha Yoro Condé sur terre, né en 1949 à Mamou. Parents, amis, collaborateurs du désormais ex-commissaire de la Commission nationale indépendante ont marché à pas de caméléon devant son cercueil en implorant la grâce divine. Il a été pour la CENI plus qu'un commissaire. Il était un métronome au service de la réussite des opérations électorales. D'abord directeur du département de la communication, sa contribution tout à la fois singulière et décisive a permis à la CENI de poser le premier jalon de la dynamique participative et de la sincérité du processus électoral. Expert en stratégie électorale, Alpha Yoro Condé a fait ses preuves dans plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine. Vu le résultat de son père, Faure Gnassingbé le reconduit en 2005 lors de la présidentielle. En 2005, il est sollicité par son Excellence Nino Beira de la Guinée-Bissau comme conseiller en stratégie électorale. En 2006, conseiller en stratégie électorale de son Excellence Yahi Boni pour l'élection présidentielle, et en 2010, il est le conseiller en stratégie électorale de M. Ama Amadou, élu président de l'Assemblée du Niger. En même temps, il a été animateur en stratégie de campagne du RPG Arc-en-Ciel en 2010. Homme humble, travailleur et généreux sont entre autres mots qui ont meublé les témoignages des personnes qui ont côtoyé le défunt. C'est le cas d'ailleurs de l'ex-premier ministre guinéen Ahmed Tidiane Souaré. Je voudrais donc saluer la mémoire de mon ami et lui dire que sur la terre des hommes, il a fait le travail de l'homme. Il appartient au Tout-Puissant Dieu de le recevoir dans son paradis. Au nom du chef de l'État, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, a lui aussi prié pour le repos de l'âme du regretté. Je prie Dieu le Tout-Puissant de rendre grâce à notre frère et de lui rendre la terre de Guinée légère, terre de Guinée qu'il a tant servi et tant aimé. Au nom du président de la République et du gouvernement, je vous remercie. Alpha Yoro Condé, qui a tiré sa révérence le 30 juin dernier, est arrivé à la CENI en 2012 comme un des choix du RPG Arc-en-Ciel pour meubler cette institution électorale.
Un mot de santé dans cette rétrospective de la semaine avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui a un an d'existence. Ce moment a été célébré cette semaine à Conakry, le lieu pour les responsables de la dite agence de dresser leur bilan et annoncer les perspectives. Autorités sanitaires et partenaires de la Guinée ont pris part à la cérémonie. Le point, c'est avec Gontorabi Keïta. Un chant habituel pour célébrer les 12 premiers mois de l'existence de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il y a un an, le chef de l'État, tirant des leçons de la fièvre Ebola, décidait de créer cette agence avec pour but de renforcer les capacités dans le domaine de surveillance sanitaire en Guinée. Et depuis, avec le concours des autorités, la NSS s'active sur le terrain et obtient des résultats. Le plus grand succès, c'est notre contribution de concert avec le programme PVSSP et la plupart des agences et des ONG ici présentes qui nous a permis de contrôler l'épidémie de rougeole et qui a fait plus de 6 000, qui a touché plus de 6 000 Guinéens et tué plus de 20 personnes. En dépit de tous ces efforts, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a tenu à l'occasion de son premier anniversaire à rappeler les obstacles auxquels elle fait face. Nous avons mis en place du conseil d'administration. L'appui budgétaire à partir du budget national de développement qui se fait toujours attendre. Et en dernier lieu, la construction d'un siège approprié et sécurisé. Car le bâtiment actuel se trouve dans un centre commercial et selon les techniciens et les experts, le bâtiment n'est pas très sûr si nous devons y rester ici pour un temps plus éloigné. Durant cette période de labeur, les partenaires de la Guinée n'ont pas croisé les bras, tout comme pendant la période Ebola. 12 mois se sont écoulés et le résultat reste à leurs yeux satisfaisant. Depuis la mise en place de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, par décret de Monsieur le Président de la République, les partenaires techniques et financiers constatent avec satisfaction un processus d'amélioration des indicateurs de performance de la surveillance épidémiologique. Pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le cap doit être maintenu pour prévenir de façon efficace les maladies en Guinée. L'association des victimes de la répression du 4 juillet 1985 a tenu une conférence de presse cette semaine à Conakry. Objectif, réclamer justice et réparation de 4 juillet 1985, 4 juillet 2017, cela fait exactement 32 ans qu'a lieu la tentative de coup d'État en République de Guinée. Et dans ces mouvements, plusieurs Guinéens ont été victimes d'exactions et d'arrestations de la part d'autres Guinéens à l'époque détenteurs du pouvoir. Regroupés au sein de l'association dénommée les victimes de la répression du 4 juillet, ces hommes et femmes se souviennent encore de leurs mésaventures. À la suite de la mort du premier président, en 1984, par un coup d'état militaire, l'armée a pris le pouvoir. J'ai eu le privilège d'être membre de la commission d'enquête du comité militaire de redressement national. À ce stade-là, tous les membres du gouvernement de la Première République ont été arrêtés. Il y a eu 78 détenus à Kindia. Un est décédé quelques jours après leur arrivée à Kindia. Et nous avons eu le privilège ou la chance d'interroger tous les autres. Les 77 ont été interrogés. La commission comprenait des policiers, des gendarmes et des militaires. Selon certaines informations à leur disposition, plus de 32 millions de dollars américains sont déjà déboursés pour leur indemnisation. Mais hélas, les victimes disent n'avoir rien reçu de cette somme. Ce fonds-là tourne en rond jusqu'à présent. On ne sait pas où se trouve le fonds. Il y a beaucoup de choses qu'on raconte autour de ce fonds. Et finalement, nous avons écrit au PNUD pour dire que le fonds mis à la disposition de la Guinée pour les victimes n'est pas parvenu aux victimes.
nous sommes dans cette situation. Abordant la question de réconciliation nationale en Guinée, Ibrahim Sore Youmessi estime qu'il n'existe aucune divergence entre les citoyens, mais plutôt entre les gouvernants et les gouvernés. Nous, le préalable pour la réconciliation, s'il y a réconciliation, parce que nous, par exemple, nous n'avons de grief contre personne, on n'a pas de rancune. Nous, c'est l'État guinéen qui nous a arrêtés, qui nous a condamnés, qui nous a spoliés. Et notre plainte est contre l'État guinéen. On ne peut pas se réconcilier avec l'État guinéen si l'État guinéen ne restitue pas nos biens qui ont été confisqués. Et nous sommes dans cette position. Tous les jours, j'entends réconciliation, commission en place. Quand on m'envoie les commissions, quand on m'envoie les choses, je dis non, je ne participe pas. Parce que le préalable n'est pas rempli. Il faut rappeler que depuis 2014, le ministre de la Justice a mis en place une commission qui a rencontré les victimes de cet événement. D'après elle, le principe a certes été acquis avec un rapport déposé à la présidence, mais sans suite favorable. Dans le même registre, il faut dire que la torture et les mauvais traitements sont toujours une réalité en Guinée. Après près de 3 ans d'enquête, le consortium de l'Association sans frontières Guinée, l'ONG Les Mêmes Droits pour tous et 2 autres organisations de défense des droits de l'homme ont présenté cette semaine à la presse un rapport sur la pratique de la torture en région. Cette coalition d'ONG salue certes les efforts du gouvernement, mais formule aussi des recommandations. Bontrabi Keita, compte rendu. Ce rapport intitulé Guinée, violation des droits de l'homme en région, prévalence de l'impunité et désarroi des victimes et de leurs familles est le fruit de plus de 3 ans d'enquête menée sur le terrain. Le document, mis à la disposition de la population guinéenne, comporte des cas de torture et de mauvais traitements commis entre 2010 et 2013 en région par des agents de force et de défense de sécurité. 1. Allégation de torture et détention illégale de 2 mineurs, dont une fille, présumée accusée de vol d'or à Kankan, en Guinée, courant juin 2013. Dans ce cas documenté, ces 2 mineurs, respectivement âgés de 14 et 15 ans au moment des faits, ont été arrêtés dans la mine de Missima, dans la préfecture de Mandela. Ils auraient été détenus 2 jours avant d'être ligotés, les mains au dos, privés de nourriture durant la période de leur détention. Ils auraient été frappés et battus à l'aide du ceinturon et de fouet. 2. Assassinat de Soi Gilbert Doré et détention illégale de 5 responsables d'une association suivi de mauvais traitements dans le cadre d'un conflit ayant opposé les populations de l'Orla et la Société des mines de fer de Guinée en novembre 2011. Dans ce cas documentaire, 2 faits de violation graves ont été révélés. 1. Le soulèvement de la population de l'Orla contre la société minière, arrestation illégale des membres de l'ONG Mama Grasse, suivi de répression par les forces de sécurité venues des Zérobrés. 2. L'arrestation illégale de Soi Gilbert Doré, ex-responsable de jeunes de la localité. Plusieurs gendarmes l'auraient frappé à l'aide de matraques. Grièvement blessé, il fut transporté à l'hôpital régional de Zérobré où il décède quelques jours plus tard. Vu la gravité et l'ampleur des violations des droits de l'homme et les cas de torture en République de Guinée, les membres du consortium d'associations sans frontières Guinée n'ont pas manqué de faire des recommandations. Il s'agit entre autres de ratifier le protocole facultatif à la Convention contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants afin d'instituer un mécanisme national de prévention de la torture. Faire en sorte que la définition de la torture en droit pénal guinéen soit totalement conforme à celle mentionnée dans la Convention des Nations Unies contre la torture, les peines et traitements cruels, inhumains et dégradants. Créer un mécanisme indépendant de surveillance des lieux de détention, doté de moyens nécessaires pour organiser des visites et inspections programmées et inopinées de tous les lieux de détention. Veiller à ce que toute personne placée en détention soit incarcérée dans les lieux officiellement destinés à cet usage et que ses proches
Ce rapport rappelle que la torture demeure une réalité dans le pays, malgré le fait que les autorités guinéennes se soient engagées depuis des années dans une politique de promotion et de protection des droits de l'homme. En dépit des avancées, la torture et les mauvais traitements demeurent une pratique courante à l'encontre des personnes arrêtées par les forces de défense et de sécurité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Merci et portez-vous bien.